Ouais, Et après, ça. on fait... Mais je vais me mettre... Oui. Je vais me mettre là, puis je passerai les trucs. J'ai essayé tout à l'heure là-bas. Je suppose que. C'est comme ça. Hein, On appuie. c'est Voilà. bon. C'est bon. Il n'y a pas de... Il manque une petite tirette. Tu veux te mettre là plutôt? Non, ça. Pour tout à l'heure, c'est. Voilà. Et après, avec Thibaut, on va. Il y a une interview dans l'espace presse. Ok, il y a l'espace presse. Ouais. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous.
pour cette deuxième journée du congrès. Donc je suis Marie-Hélène Certin, secrétaire générale du Collège de la médecine générale, et j'ai le plaisir d'animer cette session avec Gérard Pellet qui va se présenter. Donc le Collège de la médecine générale a été sollicité l'année dernière pour participer au conseil scientifique et éthique d'un colloque qui a eu lieu sur la santé des personnes LGBT. Donc nous avons répondu présent à cette sollicitation. Ça nous semble extrêmement important dans le cadre du cœur de notre métier d'être présent à cette sollicitation. Et c'est donc là que nous avons rencontré Gérard Pellet, qui était l'organisateur de ce colloque, et nous avions convenu de faire la réponse, c'est-à-dire vous viendrez participer à une session lors de notre congrès annuel de médecine générale. Et c'est voilà la genèse de cette session aujourd'hui. Gérard. Bien, bonjour, je suis Gérard Pellet, ancien fonctionnaire à la Direction générale de la santé, où je me suis occupé pas mal du VIH, mais j'étais également et je suis toujours membre de Paris 2018. Vous avez peut-être entendu parler, vu quelques affiches. Paris 2018, c'est les Gay Games, les Jeux gays, les mondiaux de la diversité, qui ont commencé en 1982 à San Francisco à l'initiative d'un athlète olympique qui voulait lutter contre l'homophobie. Donc ces Jeux auront lieu à Paris du 4 août au 12 août dans quelques mois. Et puis, sur le chemin des Gay Games, il y avait un certain nombre de conférences académiques, une qui a eu lieu à Lyon, au STAPS de Lyon 1, sur l'homophobie dans le sport. Et moi, en tant qu'ancien responsable aussi de la recherche au ministère de la Santé et ayant travaillé sur ces sujets, j'ai proposé qu'on fasse un point et des recherches et des actions de terrain sur la santé des personnes homosexuelles, bisexuelles et trans. Donc, c'est un colloque qui s'est tenu en mars dernier au ministère de la Santé. Donc je remercie le Collège de la médecine générale parce que c'était un de nos partenaires scientifiques importants et qui, lui, a transformé maintenant auprès des médecins ce travail que nous avons fait l'année dernière. Donc, pour information, avant les Gay Games du 4 ou 12 août, il y aura 3 journées également thématiques qui peuvent vous intéresser. Le 1er, 2 et 3 août à l'Hôtel de Ville de Paris, à la mairie, dans la grande salle. Et le 2 août sera en particulier consacré à activité physique, sport, santé et bien-être, pour rester dans le thème général de la santé qui nous intéresse. Alors, avant de passer la parole aux différents intervenants qui sont prévus, on voudrait faire avec Madame Certin un petit cadrage de quoi parle-t-on et de qui parle-t-on dans ce sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai fait quelques diapos, je me suis inspiré d'un certain nombre de travaux de recherche et d'études, donc des repères pour la France et pour l'étranger. Bon, d'abord, les personnes LGBT, il n'y en a pas beaucoup. C'est très minoritaire. Entre l'attirance et le passage à l'acte, il y a un gap énorme. 5 à 7% d'hommes ou de femmes attirés par les personnes de même sexe. Mais quand on voit après dans les pratiques des 12 derniers mois, on est à 1% pour les hommes et beaucoup moins pour les femmes. Autre donnée de l'INSEE, les mariages en civil entre personnes du même sexe sont relativement modestes, puisqu'on est à 3% en ce moment, en 2016. Voilà. Donc, vous avez aussi également dans les rapports pas mal de gens qui disent avoir eu des rapports sexuels avec les deux sexes, mais quand on voit un détail un petit peu, il n'y a que 54% des femmes qui n'ont eu qu'une seule relation homosexuelle et 3% et 41% des hommes. Donc, vous voyez, on est sur un sujet assez complexe, mais qui touche pas la moitié de la population française, qui peut poser un certain nombre de problèmes pour vous, praticiens. Alors, autre chose pour la France, sur les femmes qui ont des rapports avec d'autres femmes, ont des nombres de partenaires élevés, ont une grande diversité de pratiques sexuelles. Elles ressentent beaucoup la lesbophobie quand elles affichent leur sexualité. Et surtout, elles notent un état de santé mentale mauvais ou très mauvais pour un tiers d'entre elles. Ensuite, qu'on peut noter également, c'est que ces femmes, ça peut se comprendre, ont moins de consultations gynécologiques que les femmes qui ont des rapports avec des hommes, mais surtout, on note que les réponses des praticiens sont souvent inadaptées et ça constitue des freins pour une consultation en gynécologie.
Nos amis suisses avaient présenté des travaux. Il y a des enquêtes presse, une enquête Santé Gay à Genève depuis 2002. Et ce qui est intéressant, c'est les quelques points que nous avons marqués, c'est que les hommes gays et bisexuels sont souvent très victimes de violences, et ces violences sont en augmentation régulière depuis les années 2002, au début des enquêtes. Et les agressions verbales, physiques et sexuelles sont 3 à 4 fois plus présentes que chez les hommes hétérosexuels. Dans la morbidité et les risques de santé, qu'est-ce qu'on note chez les hommes homosexuels? Beaucoup sont confrontés à la consommation de drogue, allergie et tabagisme, dépression, anxiété, tentative de suicide, et bien avant le VIH, parce qu'on pense toujours les hommes homosexuels, c'est VIH. Certes, c'est un problème important, mais il y a aussi d'autres sujets, facteurs de santé importants. L'anxiété et la dépression sont aussi très présents, puisque 25% avaient des symptômes importants et 35% avaient des signes cliniques. Et on note une détresse psychologique chez les femmes lesbiennes, que j'expliquais déjà tout à l'heure, qui est extrêmement marquée. Quant à nos amis du Québec, ils ont fait un travail sur est-ce que l'offre de soins correspond aux besoins des personnes. Donc, notre ami Martin Blais de Montréal nous a rapporté que 44% des jeunes trans ont des besoins qui ne sont pas comblés en santé mentale. Pour le suivi en VIH, on note au Québec, en tout cas, des pertes de vue à différentes étapes de l'infection à VIH entre le diagnostic et puis le suivi. Et l'accès aux soins est souvent compromis par ce qu'eux appellent l'hétéro-cis-normalité, c'est-à-dire un homme ne peut être que mâle et hétérosexuel, une femme ne peut être que femelle et hétérosexuelle. Donc ça pose des problèmes dans l'organisation des services, dans l'attitude des soignants, dans les habitudes, parce qu'on ne pense pas qu'une femme peut avoir des rapports avec une autre femme, et surtout l'aptitude des soignants vis-à-vis des populations LGBT. Et puis, il ne faut pas oublier que parmi cette petite population, il y a aussi des groupes qui sont encore beaucoup plus invisibles, les personnes trans, les hommes et les femmes bisexuels, souvent stigmatisés, les personnes LGBT migrantes, réfugiées ou racisées, des femmes lesbiennes et bisexuelles, les personnes LGBT vieillissantes et les personnes LGBT avec un handicap. Donc voilà un rapide tableau. Il y aura des choses beaucoup plus précises qu'il faudrait dans les présentations, mais voilà pour vous dire un peu de qui on parle et de quoi on parle. Voilà, donc nous, on est là dans un congrès de médecine générale. Notre cœur de métier, c'est de soigner tout le monde, de prendre en soin toutes les personnes qui se présentent. Et donc, ça nous interroge énormément. Et du coup, on s'aperçoit par ce contexte rapidement brossé que les personnes appartenant aux minorités de genre sont souvent en difficulté dans leur recours aux soins, avec l'expérience d'attitudes négatives, souvent par ignorance aussi de la part des soignants, de nous soignants. Près de 50% ne disent pas à leur médecin traitant leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, par gêne, par crainte ou par choix. Mais qui quid de ce qui vient du patient ou de la personne et quid de ce qui vient du soignant? Si il y a des besoins de santé similaires à ceux des autres populations, il y a sans doute aussi des problèmes spécifiques liés à la vie sexuelle, aux questions de santé qui ont été brossées par Gérard, risque de suicide, pression, discrimination, etc. Donc, les personnes LGBT ont besoin que les soignants tiennent compte de ce qu'elles sont pour bénéficier des meilleurs soins possibles, comme chaque citoyen de notre pays. Et donc, finalement, l'enjeu de cette séance, c'est comment nous, médecins généralistes, qui sommes présents sur tout le territoire, pas seulement dans les grandes villes, pas seulement à Paris, partout, comment on fait pour agir mieux, être mieux formés et lever les freins quand ils existent. C'est vraiment la question qu'on voulait aborder au cours de cette session. Alors, pour ce faire, nous avons proposé donc 4 présentations de terrain, donc qui ont été, ce sont des intervenants justement du colloque qui a eu lieu l'année dernière. Donc un premier intervenant qui est Thibaut Jedreski, médecin généraliste à Paris, va nous faire un état des lieux des difficultés rencontrées par les homosexuels. C'est une thèse de médecine générale, mais je crois qu'il... Voilà. Ensuite, alors on voit aussi que souvent on aborde la question par le VIH, par l'hépatite, par l'infectieux, c'est-à-dire par des petits champs, mais pas en tant que personne,
Mais on a quand même vu, on va faire cette présentation, les hommes gays et bisexuels face au VIH, affronter la discrimination pour mettre fin au sida, donc avec Eve Plenel qui travaille vers Paris sans sida. Ensuite, nous aurons une expérience à Rennes du planning familial d'Ille-et-Vilaine avec Lydie Poré qui nous montrera un modèle d'organisation. Et enfin, nous terminerons avec Bertrand Rive, qui est médecin généraliste en maison de santé à Lille, qui a aussi une expérience très importante de la prise en charge, notamment des personnes transgenres, en transidentité. Voilà, donc, Thibaut, c'est à toi.